Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de l'arc surpoids et obésité qui s'intègre dans une série plus globale de vidéos sur les comportements de santé et la prévention des maladies. Je m'appelle Virgile, je suis médecin de rééducation et passionné de prévention. Cette vidéo du coup c'est la quatrième d'une série dont je vous invite, si vous ne les avez pas vues, à voir les trois premières, dans lesquelles on parle de qu'est-ce que c'est le surpoids et l'obésité, de à quoi sert le tissu adipeux, le gras en d'autres termes, quelles sont les méthodes de diagnostic du surpoids et de l'obésité, quelles sont les conséquences de ces deux maladies et à quoi est-ce qu'elles sont dues. Une fois que vous aurez bien revu ces vidéos, on va pouvoir du coup attaquer celle d'aujourd'hui qui est comment perdre du gras. Alors comment en perdre intelligemment et comment en perdre durablement pour avoir des bénéfices à long terme sur la santé. Le surpoids et l'obésité, on l'a vu dans la vidéo précédente, la numéro 3, c'est lié à un certain nombre de facteurs. Certains sont non modifiables, comme les facteurs génétiques et épigénétiques, ou bien les facteurs prénataux, on a vu, qui sont liés à des conditions, notamment le tabagisme ou le surpoids de la mère pendant la grossesse. Il y en a d'autres qui sont difficiles à modifier parce qu'elles nécessitent des changements sociétaux, par exemple l'implantation des fast-foods ou les politiques globales d'activité physique. Et puis certains facteurs sont accessibles facilement au niveau individuel. C'est ceux sur lesquels on peut avoir à son échelle un levier rapidement. Ces facteurs modifiables, c'est principalement les apports alimentaires d'un côté et la dépense énergétique de l'autre. C'est ce qu'on appelle la balance énergétique ou la balance calorique. L'objectif quand on veut perdre du poids, c'est d'avoir un déficit calorique léger d'environ 10%. Alors, on recommande pas plus que 10% de déficit calorique parce que au-delà, ça entraîne beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus d'effets indésirables et donc c'est difficile, en tout cas c'est plus difficile de tenir un déficit calorique au-delà de 10% quand on veut le faire sur le long terme. Le déficit calorique, comment ça se calcule? D'un côté, il faut d'abord connaître sa dépense énergétique journalière et de l'autre, ses apports alimentaires quotidiens. La dépense énergétique journalière, elle se calcule de la manière suivante. Il faut additionner sa dépense énergétique de repos et la multiplier par un facteur d'activité. La dépense énergétique de repos, elle peut être calculée de manière très précise dans des laboratoires, mais c'est extrêmement difficile d'y avoir accès. C'est quasi uniquement dans des protocoles de recherche clinique ou bien dans la préparation des sportifs de très haut niveau. Par contre, à notre échelle, la vôtre comme la mienne, on peut estimer sa dépense énergétique de repos par des équations qui sont des approximations, mais qui sont relativement faciles et suffisamment précises pour être applicables au quotidien. Une des équations fréquemment utilisées, c'est l'équation de Mifflin, et vous voyez que la dépense énergétique de repos, ça se calcule avec une formule qui dépend du sexe, du poids, de l'âge et de la taille. Une fois que vous avez calculé avec cette équation votre dépense énergétique de repos, vous pouvez la multiplier par un facteur d'activité. Ce facteur d'activité, en fait, vous allez pouvoir le retrouver dans le tableau qui s'affiche et vous voyez que dans les cases de droite, vous avez divers comportements au cours de la journée qui vont du plus sédentaire au plus actif et que pour chaque ligne de comportement, vous avez un facteur multiplicateur qui va de un petit peu plus de 1,5 à un peu moins de 2,5. Si jamais vous ne vous retrouvez pas précisément dans une case et que vous hésitez entre deux, eh bien vous avez la possibilité de prendre comme facteur multiplicateur un chiffre qui est compris entre les deux chiffres des cases entre lesquelles vous hésitez. Ce facteur d'activité, il est correspondant à ce que vous faites au quotidien, alors que la dépense énergétique de repos, elle, correspond au métabolisme de base de votre corps. Quand vous dormez, vous dépensez de l'énergie. Un humain, c'est un peu comme une voiture qui s'arrêterait jamais et qui serait au mieux toujours au ralenti au feu rouge. On a toujours besoin d'énergie pour respirer, on a toujours besoin d'énergie pour alimenter le cerveau, pour alimenter le cœur, pour alimenter les muscles qui servent à faire mobiliser l'estomac, les intestins, le côlon. Donc on a toujours une dépense énergétique. Une fois que vous avez calculé votre dépense énergétique quotidienne qui correspond à votre dépense énergétique de repos multipliée par le facteur d'activité, eh bien, vous pouvez assez facilement calculer comment faire pour être en déficit calorique léger. Il y a deux options. Soit vous diminuez vos apports alimentaires pour qu'ils ne représentent que 90% de votre dépense énergétique journalière. Et pour ça, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser
des applications de nutrition ou bien de prendre un rendez-vous et une consultation avec un médecin nutritionniste ou avec une diététicienne. L'autre possibilité, c'est d'augmenter votre dépense énergétique en augmentant votre niveau d'activité pour arriver à 110% de votre dépense énergétique. Que vous fassiez 90% d'apport alimentaire ou bien 110% de dépense énergétique, dans les deux cas, vous arrivez à un déficit calorique léger d'environ 10% qui vous permettra de perdre du poids. Souvent, on mixe les deux. On diminue un petit peu ses apports alimentaires, on augmente un petit peu sa dépense énergétique et on arrive à un déficit calorique. Par rapport à l'alimentation, j'y consacrerai une série de vidéos parce qu'il y a énormément de choses à dire. On reparlera ensemble de ce que c'est les nutriments, de quelles sont la différence entre les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines, les fibres, les oligo-éléments, de pourquoi est-ce qu'il faut manger varié, de pourquoi est-ce qu'il faut manger du gras et de quelles sont les erreurs alimentaires qu'on fait fréquemment. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'au niveau sociétal, on a une éducation globale qui est relativement faible et beaucoup de fausses croyances. Donc, on prendra le temps d'en parler calmement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur augmenter son activité physique pour arriver à un déficit calorique d'environ 10%. Alors, pour augmenter son activité physique, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez sur ce schéma que la dépense énergétique d'un individu, elle peut être schématisée avec une pyramide où à la base, vous avez le métabolisme de base qui est présent en continu, y compris quand vous dormez, y compris quand vous êtes assis, et qui correspond à une dépense énergétique de fond. Au-dessus, vous avez ce que les Anglais appellent le NEAT, qui correspond en fait à la dépense énergétique des activités du quotidien, mais pas des activités sportives. Ça va être par exemple la dépense qu'on va avoir quand on marche, quand on prend les escaliers, quand on fait son ménage, quand on fait du jardinage, qu'on va faire les courses. Et au-dessus de ce NEAT, vous avez l'activité physique sportive. Quand vous allez à la salle, quand vous allez courir, que vous allez au foot, faire du vélo, plutôt pour le sport que pour les déplacements du quotidien. Vous voyez très clairement que sur ce schéma, l'ordre de dépense, c'est d'abord le métabolisme basal qui vous fait dépenser le plus d'énergie, mais qu'on peut difficilement augmenter, puis le NEAT, puis seulement les activités sportives. Exception faite évidemment des gens dont le métier est d'être sportif, mais pour les gens comme vous et moi, eh bien, on va avoir le NEAT qui fait dépenser plus d'énergie que la pratique sportive à proprement parler. Le sport, dans la dépense énergétique, il est relié à toutes les modalités sportives, que ce soit de l'exercice continu ou de l'exercice fractionné, qu'on parle d'endurance ou d'exercice de musculation, de travail au poids de corps ou avec des charges. Le sport, dans toutes ses modalités, fait dépenser de l'énergie et participe au déficit calorique et à la régulation du poids. L'important, c'est de réussir à trouver un sport qui soit plaisant, dans lequel on arrive à s'intégrer longtemps, et puis de respecter une progressivité. Parce que si on ne laisse pas au corps le temps de s'adapter à l'activité qu'on a choisie, eh bien, il va développer des mécanismes de sécurité, avec notamment des douleurs et des inflammations locales, qui vont vous forcer à arrêter. On a tous en tête une ou plusieurs personnes qui ne sont pas du tout sportives jusqu'au 31 décembre, et puis qui le 1er janvier se disent « cette année c'est la bonne, je me remets au sport et j'y vais à fond », qui font 5 à 7 séances d'activité physique plutôt intenses, qui vont faire du jogging tous les jours et qui ne laissent pas le temps à leur corps de s'adapter. Et on sait, vous et moi, qu'ils ont tous le même profil en février, c'est-à-dire blessure, douleur, arrêt. Et ça, c'est un problème parce que ce n'est pas un schéma pérenne et qu'on ne peut pas s'inclure de manière sereine et durable dans le temps si on suit un schéma de ce type-là. Donc, il n'y a pas de sport miracle. Tous les sports sont efficaces pour perdre de la masse grasse. Tous les sports sont efficaces pour participer à la dépense énergétique et au déficit calorique. Mais il est important de respecter deux choses. La première, c'est le plaisir et le fun qu'on a à pratiquer le sport, sans quoi on arrête parce qu'on s'emmerde. Et puis, la progressivité pour laisser le temps à son corps de s'adapter. Et ça peut être une petite forme de frustration parce qu'on aurait peut-être envie d'aller à fond dès le début, mais cette petite frustration du début, elle doit être respectée parce que c'est celle qui évite qu'on ait une grosse frustration au bout de quelques semaines de pratique avec le corps qui se met en rupture. L'objectif hebdomadaire recommandé par l'OMS, c'est, dans un objectif de perte pondérale, de faire 150 minutes d'activité modérée par semaine ou 75 minutes d'activité
intense. 150 minutes modérées, c'est une demi-heure 5 fois par semaine. 75 minutes intenses, c'est un quart d'heure 5 fois par semaine. L'intensité modérée, ça correspond à une respiration un peu rapide, mais on arrive encore à discuter avec quelqu'un avec qui on ferait sa pratique. Quelques erreurs classiques qui sont fréquemment faites quand on veut perdre du poids et qu'on cherche un déficit calorique. La première, c'est les régimes trop restrictifs, où on veut couper 30%, 40%, 50% de ses calories. Ça, c'est hyper compliqué parce que d'une part, c'est pas tenu dans le temps. C'est des régimes qui sont pas plaisants quand on mange des brocolis vapeur tous les jours, à moins d'être particulièrement matrixé sur son plan alimentaire, on n'en tire pas de plaisir. Ceux qui arrivent à le faire, chapeau. Et vraiment, c'est très bien pour vous. Mais pour le commun des humains comme vous et moi, c'est compliqué de tenir une diète hyper sévère comme ça. Donc, ça ne crée pas de plaisir et en plus, ce déficit calorique intense qui génère de la fatigue. Et cette fatigue, elle n'est pas agréable au quotidien. Donc, le régime trop restrictif, il n'est pas tenu dans le temps. Deuxièmement, il y a un effet rebond à l'arrêt. Le corps qui a été privé va avoir tendance à restocker à l'arrêt du régime et donc on va reprendre du poids assez facilement. Et ça a un impact psychique assez important. D'une part, la fatigue pendant le régime, elle entraîne plutôt une tendance à avoir envie de ne pas faire grand chose, une humeur triste et ça peut mener à des épisodes authentiques de syndrome dépressif. Et deuxièmement, la reprise de poids à l'arrêt, l'effet rebond, il va avoir tendance à dégrader l'estime qu'on a de soi. J'ai fait un régime, j'ai arrêté, je reprends du poids, je suis qu'une merde et en fait on rentre dans une spirale affreuse d'autodépréciation. Donc les régimes trop restrictifs, c'est pas bon du tout. Deuxième erreur fréquemment faite, couper les protéines. En fait, on a souvent des erreurs alimentaires, on est mal formé, on est mal informé et on va avoir tendance à enlever la viande, à enlever les œufs, à enlever le poisson, à manger plutôt que des légumes ou à manger des soupes ou des gazpacho, même si c'est très bon. Et du coup, on va avoir des erreurs et couper les protéines, ça en fait partie. Parce que couper les protéines, d'une part, c'est couper un aliment qui apporte une sensation de satiété, donc c'est avoir faim plus régulièrement, et puis c'est enlever l'aliment constitutif de base de la masse musculaire. Et du coup, dans un régime où on coupe les protéines, on va avoir tendance à perdre de la masse musculaire, et ça c'est pas bon d'une part parce que la masse musculaire, elle participe à la dépense énergétique de repos, dont on a vu sur le schéma tout à l'heure que c'était la base de la dépense énergétique, donc il est important de la conserver, cette masse musculaire. D'autre part, on se sent moins en forme et moins apte à faire des activités quand on a perdu ses muscles. Troisième erreur, penser que c'est séquentiel, c'est-à-dire que je maigris, puis je fais de l'activité, puis ensuite je me sens mieux. Non, dans la réalité, les choses elles sont très mélangées. C'est je fais attention à l'alimentation et en même temps je fais un peu plus d'activité, que ce soit du NEAT ou de la dépense sportive. Et donc, grâce à ça, je maigris et en même temps, je me sens mieux. Si le déficit calorique ne suffit pas à faire perdre du poids, pour les personnes obèses, il y a deux possibilités. On peut avoir recours à des médicaments ou à de la chirurgie. Le seul médicament en France qui a l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, c'est l'orlistat, qui est indiqué pour les patients atteints d'obésité, donc avec un IMC qui n'est pas uniquement du surpoids. Et il faut que cette obésité ne soit pas contrôlée ou pas traitée malgré des règles hygiéno-diététiques bien conduites, alimentation, activité physique. C'est un médicament qui permet de réduire l'absorption des graisses alimentaires, qui a une efficacité qui est plutôt modérée et qui a des effets indésirables, notamment sur l'absorption de plusieurs vitamines. Donc ce n'est pas une solution miracle pour perdre du poids. C'est comme tous les médicaments, quelque chose qui apporte des avantages, mais qui apporte également des inconvénients. Également, il y a des possibilités chirurgicales. Il y a 3 types de chirurgie qui existent dans l'obésité, l'anneau gastrique, le bypass et la sleeve gastrectomie. Vous les avez sur ce schéma. L'anneau gastrique, il va permettre de réduire le volume de l'estomac de manière temporaire. Le bypass et la sleeve, c'est des solutions plus radicales. Dans le bypass, on va venir faire un court-circuit qui empêche les aliments de passer dans le premier segment de l'intestin et donc de moins bien absorber ce qu'ils contiennent. Dans la sleeve gastrectomie, on vient enlever une partie de l'estomac pour en réduire définitivement la taille. Ces chirurgies, elles ne sont pas miraculeuses. Elles entraînent des contraintes diététiques à vie et si on ne respecte pas ces contraintes, on a une reprise de poids qui est possible et qui peut être importante. Deuxièmement, elles nécessitent pour être efficaces des parcours de soins codifiés. Aujourd'hui, il n'est plus entendable que quelqu'un soit opéré d'emblée d'une chirurgie de l'obésité et il est recommandé par la Haute Autorité de Santé
qu'il passe d'abord dans un parcours préopératoire avec plusieurs temps d'échange avec un psychologue, plus une nutritionniste et un enseignant en activité physique adaptée. Résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, perdre du poids, qu'on soit en surpoids ou en situation d'obésité, en premier lieu, ça passe par un déficit calorique. Et ce déficit calorique, il peut être fait soit en jouant sur l'alimentation, soit en jouant sur l'activité physique, mais le plus souvent en travaillant sur les deux. Au niveau alimentaire, il est important de travailler à la fois sur la quantité et sur la qualité des aliments. Et il est très intéressant d'enlever notamment les produits gras, salés, sucrés et ultra transformés. Au niveau de l'activité physique, les deux maîtres mots sont plaisir et patience. C'est un travail qui se fait dans la durée, ce sans quoi on a des résultats qui sont ponctuels et qui ne sont pas satisfaisants. Si le déficit calorique ne suffit pas, on peut avoir recours à des médicaments ou de la chirurgie, mais on rentre là dans des parcours qui sont plus compliqués et qui nécessitent d'avoir un suivi médical rigoureux par un médecin, par un chirurgien et par une équipe pluridisciplinaire formée à cette activité. Bref, d'ici là, passez une bonne semaine et à bientôt.